Le contrôle parental sur les moyens d'accès à Internet se renforce afin de mieux protéger les enfants contre les contenus violents sur Internet. La loi du 2 mars 2022 prévoit de faciliter l'usage des dispositifs de contrôle par les parents. Aujourd'hui, je le disais, seulement 46% des parents déclarent avoir mis en place des solutions de suivi de l'activité numérique de leur enfant. Les fabricants seront désormais obligés d'installer sur tous les appareils connectés Internet vendus en France un système de contrôle parental. Mais tout ça, on va en parler donc avec nos deux invités. Béatrice Piron nous accompagne, députée Renaissance des Yvelines, membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, qui a participé à l'écriture du projet de loi visant à renforcer donc ce contrôle parental. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Karina Chatin, rebonjour aussi, responsable de l'éducation au numérique à la CNIL. Merci d'être là aussi pour débattre avec nous. Béatrice Piron, ma première question sera pour vous. Comment est né ce projet de loi? Quel était le constat de départ? Alors le constat, dès notre arrivée donc en 2017, on a bien pris conscience des dangers d'Internet pour nos enfants. Donc il y a eu plusieurs textes de loi qui se sont succédés donc, dans notre commission. On avait commencé par exemple en premier à interdire les téléphones portables dans les écoles ou les collèges, les lycées pour éviter que les enfants se photographient, passent trop de temps sur leur écran, sur le temps scolaire et utilisent ces outils pour faire du cyberharcèlement. On a eu un texte qui visait plutôt les familles et les parents d'enfants youtubeurs, parce qu'on a pu constater aussi qu'il y avait des familles qui avaient un réel business, un modèle économique, donc par rapport à du temps de leurs enfants qui sont filmés par leurs parents. Donc ça, il fallait l'encadrer. On l'a encadré aussi. On a également travaillé donc sur l'installation automatique donc d'un contrôle parental sur les téléphones portables et tablettes, parce qu'aujourd'hui, donc comme vous dites, plusieurs associations ont fait des constats comme quoi trop peu de parents s'y intéressent, trop peu de parents ont une réelle vision de ce que font leurs enfants. Donc il y a eu une enquête donc faite par l'UNAF et Open qui est flagrante en fin de compte sur toutes les questions, sur toutes les thématiques. Les parents sous-estiment le temps passé sur les écrans, les applications utilisées par leurs enfants. Et donc, certes, il faut améliorer le dialogue parent-enfant, mais il faut aussi accompagner les parents pour qu'ils aient donc des informations réelles, concrètes de ce que font leurs enfants sur leurs outils. Donc il y a peut-être un enjeu de sensibilisation, même déjà avec cette loi. Karina Chatin, pourquoi elle arrive aujourd'hui, cette loi? Je le disais sur le timing. Voilà, expliquez-nous un peu comment les contenus violents ou non, vous allez nous dire, ont évolué ces dernières années. C'est-à-dire, est-ce que les enfants sont plus sensibles à ça aujourd'hui, en 2022, qu'ils ne l'étaient il y a peut-être 6 ou 7 ans? Alors bien sûr, les enfants sont très présents sur Internet, de plus en plus tôt. Ils s'inscrivent sur les réseaux sociaux bien avant l'âge de 13 ans. Et donc, ils sont exposés à une série de cyberviolences, que ce soit le cyberharcèlement, l'exposition à des contenus à caractère haineux, terroristes, etc. Mais aussi, ils rencontrent aussi des enjeux qui sont plus spécifiques sur la protection de leurs données personnelles et de leur vie privée. Par exemple, le piratage de leurs comptes ou encore l'exploitation commerciale de leurs données personnelles. Et donc, le constat, c'est qu'il y a une vraie exposition de ces enfants à des risques sur Internet, même s'il ne faut pas diaboliser l'outil, il y a aussi des aspects très positifs. Et je crois que dans l'opinion publique, il y a une vraie prise de conscience que la protection de l'enfance doit aujourd'hui être une priorité, doit faire partie des politiques publiques parce que les enjeux sont très forts. Alors, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le contrôle parental, vous l'avez dit, est très peu utilisé. Il existe. Parce qu'il existe, mais les parents soit ne le connaissent pas, soit trouvent que c'est trop technique et donc ne l'installent pas. C'est vrai que le contrôle parental peut être un outil pour davantage protéger les enfants en ligne, mais la CNIL attire l'attention quand même et un point de vigilance, car ces dispositifs doivent protéger aussi la vie privée et l'intérêt supérieur de l'enfant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà, lorsque vous installez le contrôle parental, de nombreuses données personnelles de l'enfant sont collectées et elles sont parfois excessives. On peut penser par exemple à la géolocalisation. Et puis, certaines fonctionnalités sont très intrusives. Et donc, qu'est-ce qui peut se passer ? Eh bien, l'enfant peut avoir l'impression d'être surveillé en permanence. Donc, ça peut rompre le lien de confiance entre l'enfant et ses parents. Ça peut empêcher l'enfant de s'autonomiser progressivement et de devenir un adulte dans le monde numérique. C'est bien l'objectif aussi, de former les enfants à être des citoyens numériques à part entière. Et puis, ça peut aussi entraver, si vous voulez,
le développement de l'enfant, son autonomie, son jugement critique, et cet espionnage permanent n'est pas donc souhaitable. Donc un dispositif qui permettrait d'être simplifié, c'est ce que vous dites, qui permettrait d'être plus transparent aussi, Alors, qui aurait vocation à être plus transparent et à protéger davantage les données collectées sur ces enfants. Moi, j'aimerais juste revenir, oui, en effet, on va en parler évidemment de la protection des données, mais faire un peu de pédagogie. Le contrôle parental, ça sert à quoi aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il permet, c'est-à-dire d'empêcher les enfants d'aller sur certains sites. Voilà, est-ce qu'on peut rappeler déjà le contrôle parental qui existe donc déjà, peut-être qu'il faudrait le simplifier, en tout cas il existe déjà sur les tablettes, les smartphones. À quoi il sert ce contrôle parental ? Alors en tout cas pas à surveiller les enfants. Moi, je crois que c'est pas une bonne chose comment dirais-je, d'imposer le contrôle parental sans avoir un dialogue avec son enfant. Et ça fait partie d'ailleurs des 3 principes clés que la CNIL défend. C'est le principe de proportionnalité, c'est-à-dire prendre en compte, encore une fois, l'intérêt supérieur de l'enfant, son âge, son degré de maturité pour pouvoir dialoguer avec lui. Ensuite, le principe de transparence, vous l'avez un peu dit, c'est-à-dire le fait d'informer son enfant de l'installation d'un tel dispositif. Et puis enfin, le principe de sécurité des données, parce qu'évidemment, il n'est pas souhaitable que des tiers, et par exemple des entreprises, puissent réutiliser les données personnelles des mineurs à des fins, par exemple, commerciales. Donc, l'installation de ce dispositif, c'est l'occasion d'entamer un dialogue entre les parents et leurs enfants, et de faire en sorte que le numérique ne soit plus un sujet de grande tension finalement dans les familles, parce qu'effectivement, les parents ne savent pas la plupart du temps ce que font leurs enfants sur Internet, se plaignent du temps passé devant les écrans, et donc il est indispensable de renouer finalement ce dialogue et de sensibiliser, d'informer les parents. C'est la raison pour laquelle la CNIL, il y a quelques jours, a lancé une grande campagne d'information, Prudence sur Internet, avec des ressources pédagogiques pour les 8-10 ans, parce qu'effectivement, s'y prendre avant l'entrée au collège, c'est quand même une bonne chose pour les parents, les enseignants, et c'est vraiment une responsabilité collective que d'éduquer au numérique et de faire de ces jeunes des vrais citoyens numériques. Béatrice Piron, on va prendre les choses donc point par point. Que dit ce texte ? D'abord sur la simplification de cet outil, de ce dispositif de contrôle parental. Donc pour que les parents déjà le prennent davantage en main. Que dit le texte là-dessus ? Alors le texte dit surtout que l'outil doit être préinstallé et proposé lors du démarrage de l'appareil. C'est-à-dire que ce n'est pas une application qu'il faut aller chercher, télécharger, mettre en place quand on y pense. C'est dès l'allumage de l'appareil qu'une proposition doit être faite, une question doit être très explicite. Est-ce que c'est un outil qui est utilisé par un adulte ou un enfant ? Et si c'est un enfant, donc vous souhaitez-vous la mise en place de l'outil ? Donc là, on est sur ce que je disais tout à l'heure, obligation pour les fabriquants. Donc les fabricants d'installer ça. Donc, c'est une obligation pour les fabricants, mais il y a aussi une obligation pour les distributeurs de contrôler que les produits qu'ils commercialisent donc, sont dans cette réglementation et respectent cette réglementation. Donc le but est que tous les parents découvrent le produit en déballant le produit et qu'ils en soient informés à ce moment-là. Ça, dans les faits, ça peut être fait rapidement ? Alors, je pense qu'il faut attendre. Ça va être compliqué pour les fabricants, les constructeurs de mettre ça en place. Donc, il y aura quelques mois de délai au moment où le décret paraîtra pour que les fabricants puissent lancer les opérations, mais ils en sont informés. Donc, je pense que certains sont déjà en cours de préparation. Alors après, la loi précise également les caractéristiques minimum de ce contrôle parental, parce que contrôle parental, il y en a sûrement de plusieurs niveaux, de plusieurs qualités, on va dire, différentes. Le décret donc précisera exactement ce que doit faire le contrôle parental, parce qu'il est évident que dans le temps et dans l'évolution de la technologie, il y aura peut-être des moyens différents de contrôler dans 5 ans ou dans 10 ans, et on ne va pas refaire la loi à chaque fois, donc ça sera adaptable par décret. Aujourd'hui, ce que l'on dit, c'est qu'on doit pouvoir au moins filtrer des sites internet ou des applications qui ne sont pas du tout destinées aux enfants. Donc on doit pouvoir filtrer notamment les sites les plus visés sont les sites pornographiques, donc on en parle souvent, donc pour protéger les enfants de la pornographie. Et également le temps écran, parce que ça fait des années et des années qu'on parle du temps écran, que ce soit le temps télévision, le temps tablette, le temps téléphone. Aujourd'hui, donc les parents ont besoin un petit peu d'avoir une visibilité. Alors l'outil pourra donner la possibilité de bloquer, de limiter ce temps maximum écran sur certaines applications, ou au moins d'informer les parents. Est-ce que ce sera le cas sur tous les appareils ? Puisque c'est vrai que je le disais, tous les appareils vendus
en France, avec l'engouement de la seconde main notamment, voilà, on n'achète plus forcément des smartphones ou des tablettes neuves, on peut acheter de la seconde main. Voilà, est-ce qu'il y a une obligation sur ces produits-là également ? Je crois que la loi prévoit que le dispositif sera obligatoire sur tous les appareils qui sont connectés à Internet. Oui. Donc qu'ils soient neufs ou moins neufs, les enceintes, les smartphones, les consoles de jeux. Enfin, donc ça couvre un champ quand même relativement large. Et ce qu'il faut comprendre, effectivement, c'est que les enfants, si vous voulez, sont plus vulnérables dans l'univers numérique parce qu'ils ont moins conscience des risques. Donc il est de notre devoir, effectivement, de tout faire pour les protéger. Mais la protection doit aussi s'accompagner d'une autonomisation, quelque part, de l'enfant progressivement. Vous savez que le règlement général sur la protection des données prévoit qu'à partir de 15 ans... et en même temps le laisser gagner en autonomie. Eh bien, c'est pas paradoxal. en fonction de son degré de maturité, on considère qu'à partir de 15 ans, un enfant devient plutôt d'ailleurs un adolescent, et donc en capacité de comprendre, de savoir qu'il a des droits numériques et de pouvoir les exercer, ces droits. Donc protection, mais aussi sans surveillance permanente, sans géolocalisation systématique, et aussi accompagnement de l'enfant vers une forme d'autonomisation, parce que, encore une fois, l'objectif, c'est de construire le citoyen numérique de demain. Que dit la loi sur la protection des données privées des mineurs ? C'était un autre point abordé également. Voilà, comment on garantit la sécurité, la confidentialité des informations collectées sur ces enfants, en effet, très jeunes ? Alors là, je ne suis pas tout à fait spécialiste, peut-être que vous l'êtes plus sur que ce que moi. dit la loi ? Alors oui, ce texte, sur ce que va dire ce texte. Pas précisément, je dirais que ça fait référence à d'autres textes aussi qui existent. Oui, mais alors, si on va plus loin. Le règlement général sur la protection des données personnelles, donc c'est la première fois dans le droit de la protection des données européen qu'on a des dispositions spécifiques justement sur les mineurs. Et donc avec un renforcement de la protection des enfants. Par exemple, s'il n'interdit pas le ciblage publicitaire, le RGPD considère qu'il est vraiment nécessaire de prévoir des dispositions très protectrices pour les enfants. Pourquoi ? Parce que faire du ciblage publicitaire vers un mineur, c'est dangereux. Ça veut dire que l'enfant va être enfermé dans ses choix, ne va pas pouvoir être autonome, décider, et donc être influencé. Donc ce texte, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, il y a un article, c'est l'article 8, sur le consentement justement des mineurs. À partir de cet âge-là, en France, puisque l'âge peut varier selon les pays européens, entre 13 et 16 ans, on a un niveau de protection élevé en France, puisque c'est 15 ans. À partir de 15 ans, si vous voulez, l'adolescent doit pouvoir tout seul, sans le consentement de ses parents, eh bien, faire des actes courants de la vie quotidienne sur Internet, c'est-à-dire s'inscrire à un réseau social, jouer en ligne, s'inscrire à une plateforme de jeu. Là, on n'est pas naïf, on sait très bien qu'en dessous de 15 ans, les enfants sont déjà sur Internet. Mais néanmoins, il était important de le marquer dans ce texte pour justement ne pas s'arrêter à la seule protection, mais aller vers un accompagnement, vers l'autonomisation progressive des enfants en ligne. Comment la CNIL, vous avez travaillé, vous, sur ce projet ? Quelle participation vous avez amenée ? Alors, la CNIL a été auditionnée par le Parlement au moment de la discussion de cette proposition de loi du député Studer. Et donc, nous avons fait passer un certain nombre de messages, tels que je viens de les énoncer, notamment les 3 principes clés que les dispositifs de contrôle parental doivent respecter: la proportionnalité, la sécurité des données et la transparence. Et effectivement, la vie privée des enfants ne doit pas être une variable d'ajustement dans le monde numérique. C'est vraiment quelque chose d'important. Où en est-on de l'application de cette loi ? Alors aujourd'hui, donc, le décret a été rédigé, il a été notifié à la Commission européenne. Et donc on attend en retour, je pense, sur le mois de janvier ou février pour pouvoir donc le publier de façon définitive et le mettre en œuvre. Et il y aura encore quelques mois avant la date limite, on va dire, pour que les distributeurs ou les fabricants soient dans les normes. Donc j'imagine en gros l'été prochain. Quels sont vos objectifs ? On le disait tout à l'heure, à peu près un parent sur 2 impliqué aujourd'hui dans l'activité numérique de son enfant. Est-ce qu'on se dit qu'avec un texte comme ça, donc une obligation pour les fabricants, sur les tablettes, sur les smartphones, d'avoir ce dispositif-là installé dès le départ, est-ce qu'on se donne des objectifs en tant que député qui a travaillé sur ce projet de loi ? Est-ce qu'on se dit, en le rendant obligatoire, on imagine que oui, on va avoir un boom et que demain, 80% des parents, on l'espère, seront impliqués sur l'activité numérique de leurs enfants ? Alors, je ne pense pas que dans la loi, on ait
évaluer ou donner un objectif quantifié. Notre objectif, ça serait que 100% des parents s'impliquent dans la protection de leur enfant. Hein. Donc, même à la limite, quand on a un vieux téléphone, parce que bon, ça sera sur les téléphones vendus, donc éventuellement, ça intégrera les téléphones d'occasion. Mais c'est sûr que si un parent transmet son vieux téléphone à ses enfants, il n'y aura pas cette application de préinstallée. C'est ce que je disais tout à l'heure, des appareils qui de ne sont pas neufs. des applications. Donc il faudrait que 100%, l'objectif serait que 100% des parents s'en préoccupent. Bon, je ne sais pas si on pourra le mesurer et si ça sera une réalité, à partir de quand ça sera vraiment la réalité. Mais comme je disais lors d'une intervention hier à la CNIL, l'objectif aujourd'hui est de sensibiliser les parents, de les informer. Aujourd'hui, on essaye d'éduquer nos enfants à l'école, donc il y a eu beaucoup d'évolutions sur tout ce qu'on transmet, l'information aux médias, l'information à la protection des données, l'information sur le harcèlement qui est transmis à nos enfants. Aujourd'hui, il n'existe pas d'école des parents, on va dire. Donc certaines entreprises, même par le biais de la formation continue, essayent de sensibiliser les parents au numérique. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 20% à peu près de la population qui est en situation d'électronisme. Donc moi, je l'ai rencontré d'ailleurs dans certaines écoles où quand on met en place des applications à destination des parents pour suivre les notes de leurs enfants, par exemple, ou le travail scolaire, certains parents demandent à un aîné de la famille ou un enfant de venir à la réunion à leur place, de prendre le mot de passe parental, on va dire, pour assumer cette responsabilité parentale. Ce n'est pas normal. Normalement, ce sont les parents qui doivent être en charge et non pas un grand frère, voire même l'enfant lui-même qui a son mot de passe enfant plus le mot de passe des parents. Imaginez, l'enfant sera un jour à même de mettre des petits mots d'absence numériques vis-à-vis de son établissement scolaire. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Alors, les enfants ont toujours cherché à truander. Hein. Qui n'avait pas écrit un mot d'excuse manuscrit avec une fausse signature? Ça existait avant le numérique, on va dire, cette volonté des fois de transgresser. Mais les parents doivent quand même avoir une visibilité. Quand même. Donc on est sur une loi en tout cas qui vise à faire de la pédagogie, peut-être pas solution miracle, peut-être pas que demain 100% des parents contrôleront l'activité numérique de leurs enfants, en tout cas mais ils seront plus sensibilisés. Il y a peut-être d'autres outils. Le gouvernement a mis en place un site internet aujourd'hui pour informer les parents qui s'appelle jeprotègemonenfant.gouv.fr sur lequel il y a des recommandations sur justement l'installation dès à présent de solutions de contrôle parental, de suivi du temps écran et bien d'autres recommandations. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Voilà, il nous reste 1 petite minute, 2 petites minutes pour terminer là-dessus, c'est-à-dire peut-être d'autres étapes aussi à passer. Vous parliez tout à l'heure de contenu pornographique. Est-ce qu'aujourd'hui les plateformes privées, donc réseaux sociaux ou non sites, jouent véritablement le jeu? Récemment, 5 sites pornographiques ont été sommés par le SSA de bloquer leur accès aux mineurs. Voilà, est-ce qu'il y a peut-être une étape supérieure aussi à passer? Il y a l'étape de la pédagogie, l'étape de la sensibilisation, et après aussi peut-être forcer certaines plateformes à jouer davantage le jeu. C'est peut-être la prochaine étape. Oui, en fait, en tout cas, s'agissant de la CNIL, on a deux grands types de missions, hein, l'accompagnement, la sensibilisation, l'éducation numérique, et il y a aussi effectivement le volet plus répressif, c'est-à-dire le contrôle et la sanction. Donc les concepteurs de plateformes doivent se conformer à la loi et donc sont tenus effectivement de respecter les grands principes de la loi, de protection des données, et notamment lorsqu'il s'agit de mineurs, d'éviter que effectivement les données personnelles des enfants soient réutilisées à des fins commerciales, d'éviter un ciblage publicitaire permanent. Et ça passe aussi par le design des plateformes, c'est-à-dire que nous avons publié des recommandations sur le site de la CNIL en juin 2021. Et dans ces recommandations, qui s'adressent à la fois aux parents, à la société civile, mais aussi aux entreprises, qui ne doivent pas être exemptes effectivement, du respect de la loi. Et donc, la manière dont sont conçues les plateformes, eh bien, ce n'est pas fait pour les enfants. Si vous allez regarder les CGU, les conditions générales d'utilisation, un enfant ne peut pas comprendre le langage qui est utilisé, il n'y a pas de visuel, donc la transparence, elle est importante. Et elle fait partie d'ailleurs du règlement général sur la protection des données. Les concepteurs doivent concevoir des plateformes vertueuses, qui soient accessibles dans un langage clair pour les enfants. 20 secondes sur les prochaines étapes, peut-être aussi. Alors, au niveau législatif, je ne sais pas, je n'ai pas encore de visibilité sur les prochaines lois, mais ce que j'ajouterais aussi, c'est, donc on a évoqué la sensibilisation des parents, mais aussi encourager les parents à donner l'exemple. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de se limiter sur son temps d'écran pour des enfants, il faut que ça soit aussi appliqué pour des parents, et je pense que tout le monde doit faire un effort.
Et ben on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues débattre aujourd'hui sur le plateau de Smart Tech. Béatrice Piron, je le rappelle, vous êtes la députée Renaissance des Yvelines, membre donc de cette commission des affaires culturelles et de l'éducation, partie intégrante de ce projet de loi. Karina Chatin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes la responsable de l'éducation au numérique à la CNIL. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Je remercie aussi Marcin Mézanski qui est resté avec nous. Je rappelle, vous êtes le chef de produit senior Netatmo. Merci beaucoup à tous les trois de nous avoir accompagnés. Aujourd'hui, dans Smart Tech, on marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour le rendez-vous J'y crois.